Bon, on est d'accord, les influenceurs sur les réseaux sociaux, il y en a partout. Mais est-ce qu'on arrive encore à savoir qui est une vraie personne et qui ne l'est pas? C'est une vraie question. Et si cette question, finalement, elle devenait secondaire, et peut-être bien plus vite qu'on le pense? Hmm. Bienvenue pour cette exploration en profondeur. Aujourd'hui, on plonge dans les idées assez percutantes de Gary Vaynerchuk, Gary V, quoi, sur l'état actuel et surtout l'avenir du marketing. Oui, une vision assez radicale. Notre source principale, c'est une de ses interventions récentes à la conférence Possible. On trouve ça sur YouTube. Très intéressante d'ailleurs. L'objectif est clair. On va essayer d'extraire l'essence de sa vision, les stratégies qu'il propose. Surtout sur le contenu organique, l'IA qui bouscule tout, et sa redéfinition du succès en marketing. Alors, on décortique ça. Absolument. Et ce qui est fascinant d'emblée, c'est à quel point ça heurte de front des décennies de pratiques marketing bien ancrées, quoi. Ah oui, c'est-à-dire? La façon dont on pense les budgets, comment on les alloue, la mesure même de l'efficacité. Enfin, c'est une remise en question fondamentale des modèles traditionnels. Vraiment une proposition de rupture. D'accord, alors commençons par le cœur du sujet. Ce renversement du modèle classique payant, posséder, gagner, lui, il propose l'inverse. Posséder, gagner, payant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour une boîte? Bien sûr. Alors, traditionnellement, une marque crée une campagne, ça c'est le posséder. Ensuite, elle paie cher pour la diffuser partout, le payant. Et elle espère que ça va générer de l'engagement, que ça va faire parler, ça c'est le gagner. Classique. Gary Vee dit non, faites l'inverse. D'abord, créez votre propre contenu, le posséder. Publiez-le sur les plateformes sociales qui comptent pour vous. Ok. Et ensuite, observez. Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça obtient de la portée, des vues, de l'engagement naturellement, sans payer? C'est ça, le gagner. D'accord. La preuve par le marché en quelque sorte. Voilà. Et si la réponse est oui, et seulement si oui, alors là, vous pouvez mettre de l'argent, donc le payant, pour amplifier ce contenu qui a déjà prouvé sa valeur. C'est un changement de philosophie majeur quand même. Et il a l'air de viser surtout les grosses entreprises, ce qu'il appelle le Fortune 5000. C'est quoi son reproche principal? Il leur reproche une erreur stratégique qu'il juge fondamentale. Ne pas investir massivement, il dit même surinvestir, dans la création de contenu organique, vraiment fait sur mesure pour les réseaux sociaux. La puissance de cette approche. Elle reste bloquée dans l'ancien modèle, quoi. Mais pourquoi c'est si crucial ce changement, selon lui? Qu'est-ce qui a changé dans l'écosystème pour que ça devienne si important? C'est lié au fonctionnement même des algorithmes des plateformes. Google avec Shorts, Meta, TikTok. Oui. Ces algos sont optimisés pour la pertinence. Leur but, c'est de montrer aux gens du contenu qui va les intéresser, les garder sur la plateforme. Logique. Donc un contenu qui est vraiment pertinent pour une niche, pour un intérêt précis, l'algorithme va le pousser organiquement vers cette audience. Du coup, la créativité, la pertinence, ça devient le moteur de la portée initiale, avant même de dépenser 1 euro en pub. C'est fou ça. Il insiste là-dessus. C'est inédit dans l'histoire du marketing, à cette échelle. La créativité achète la portée, en quelque sorte. C'est fascinant parce que c'est l'inverse de la méthode classique, quoi. On fait une campagne en comité, souvent basée sur des compromis, des intuitions de génie un peu déconnectées. C'est ça. Et ensuite, on balance des millions pour la diffuser partout, même si, la créa est moyenne, voire mauvaise. Exactement. Et c'est là qu'il enfonce le clou avec sa proposition la plus radicale pour 2025. Il suggère aux marques de ne dépenser littéralement aucun dollar en achat média payant. Aucun dollar. Tant qu'un élément créatif n'a pas fait ses prods organiquement sur les réseaux. Il le dit lui-même, c'est l'opposé de ce que font 99,9% des marques et des agences. Ah oui, forcément. Mais il souligne, c'est déjà comme ça que fonctionnent les startups qui cartonnent. Il donne l'exemple des boîtes financées par le capital risque, les VC. Souvent, elles n'ont pas le choix, en fait. C'est une excellente analogie qu'il utilise, oui. Elles doivent prouver qu'il y a un intérêt organique, une vraie traction, avant de pouvoir justifier de grosses dépenses pub pour scaler. Elles vivent déjà dans ce monde organique d'abord. C'est ça. Pour ces startups, la validation par le marché via l'organique, c'est pas une option, c'est une condition de survie, et pour lever des fonds après. Et ils pensent que les grandes marques devraient adopter cette mentalité d'urgence, cette validation par la pertinence. D'accord, donc l'organique pertinent, d'abord, ok, mais ça pose une question. C'est quoi un contenu pertinent, bon, dans cette optique? C'est quand même subjectif, non?
Alors justement, c'est là qu'il introduit une sorte de méritocratie créative, basée sur les chiffres. Selon Gary Vee, un bon contenu, c'est très simple, hein. C'est celui qui obtient des vues et de l'engagement organique. Point. C'est tout. C'est tout. L'avis du dire marketing, la couleur fuchsia, le logo assez gros, ou même le budget de prod, ça n'a aucune importance si personne ne regarde. Il raconte souvent l'anecdote d'une marque qui dépense 800 000 $ pour une vidéo magnifique qui fait quelques centaines de vues. Aïe. Pour lui, c'est un échec cuisant. Peu importe la qualité esthétique perçue en interne, la seule vérité, c'est la réaction de l'audience. Donc c'est le marché, via les algos, qui devient le seul juge de la qualité créative. C'est assez brutal comme approche, hein. C'est direct, oui. Et il affine ça en disant qu'on devrait même plus parler de médias sociaux, mais de médias d'intérêt. Sur qui vous suivez, vos connexions sociales, que sur vos intérêts, les sujets que vous consommez. Ah, d'accord. Et c'est pour ça qu'un compte avec 0 abonné peut potentiellement faire des millions de vues si son contenu sur un sujet X est jugé super pertinent par l'algo pour les gens intéressés par X. Je vois. Et à l'inverse, un compte avec 1 million de followers peut faire un flop si son contenu n'est pas pertinent à ce moment-là. La taille de l'audience n'est plus une garantie de portée. Si la portée organique devient le premier indicateur, comment on mesure le succès final, l'impact sur l'entreprise ? Il faut bien un lien avec le business, non ? Absolument. Et là-dessus, il est très très ferme. La seule métrique qui compte vraiment à la fin, ce sont les ventes. Les résultats commerciaux tangibles. Pas les likes. Il rejette complètement ce qu'il appelle les vanity metrics. Les likes, les partages, parfois même les abonnés, si ça ne se traduit pas par un impact concret sur le chiffre d'affaires, la part de marché. Pour lui, c'est de l'autosatisfaction qui sert à rien. Est-ce qu'il donne des exemples concrets pour montrer ce lien direct entre vue organique et résultat business ? Oui, et c'est là que son argumentation, elle prend du poids. Il cite le cas Miralax, une marque de laxatif. Ok. Leur vidéo, elle faisait typiquement 300 vues, pas terrible. Et puis une vidéo sans raison apparente au début, elle explose. 36 millions de vues organiques. 36 millions. Oui. Et l'impact a été immédiat, mesurable. Le classement du produit sur Amazon est monté en flèche. Les ventes ont grimpé de façon spectaculaire dans les 72 heures. Incroyable. Pas de campagne média coûteuse, rien. Juste la bonne vidéo, au bon moment, trouvée par l'algorithme. Passer de 300 vues à 36 millions, c'est le rêve viral, quoi. Mais est-ce que son modèle repose que sur ses coups de chance ? Non, et ça c'est un point super important. Il mentionne d'autres exemples. Chili's, Abercrombie & Fitch, même les bonbons à la mangue d'Ocean Spray. Ah oui ? Où des contenus organiques inattendus ont généré des résultats business mesurables, parfois meilleurs que leur campagne TV traditionnelle. Mais il insiste, le but, c'est pas de chercher le coup viral unique. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. D'accord. Sa stratégie repose sur la constance. Et le volume ? Constance et volume. C'est-à-dire, Il dit qu'il faut publier beaucoup, très régulièrement. Il parle de 3 à 5 contenus par jour. par jour, oui. Et sur plusieurs plateformes. TikTok, Reels, Shorts, LinkedIn, etc. L'idée, c'est pas que chaque post fasse des millions de vues. Beaucoup feront peut-être 5 000, 10 000 vues, c'est déjà bien. Mais multiplié par le volume, par le nombre de plateformes, l'accumulation de ces petites portées organiques finit par générer une visibilité et un engagement globaux très significatifs, et surtout constants. C'est un jeu de volume et de pertinence, mais distribué. 3 à 5 contenus par jour sur plusieurs plateformes. Ça demande une capacité de production énorme. Comment les entreprises peuvent suivre ce rythme-là ? C'est exactement le point suivant qu'il aborde, la nécessité d'une production intégrée. Intégrée. Oui. Pour soutenir ce volume, cette réactivité, cette pertinence, il pense que les marques ou leurs agences partenaires doivent maîtriser toute la chaîne, la stratégie créative et la production elle-même. Ah oui. Externaliser chaque petite vidéo, ça coûte trop cher, ça prend trop de temps. Il faut des équipes internes ou des partenaires très agiles, capables de produire vite, bien et surtout de manière diversifiée. Diversifier. Pourquoi ce besoin de diversité ? Parce que la pertinence, c'est pas monolithique. Pour toucher différentes audiences, selon l'âge, le genre, l'origine, les intérêts, le revenu, Oui, bien sûr. il faut une grande variété de contenus, de formats, de tons, de messages. On ne peut pas espérer être pertinent pour tout le monde avec une seule création. Cette approche volume et variété, ça permet de tester en permanence ce qui résonne auprès de quel segment. Tout ça, ça a un coût, forcément. Comment on finance cette machine à contenu ? Il aborde la question du budget, oui, frontalement. Il prend l'exemple d'une marque comme Dr Pepper et il lance un chiffre choc.
Il estime qu'une telle marque devrait allouer environ 20% de son budget marketing total. 20%. Oui, pas juste le budget créa ou média, le budget marketing global. Bien sûr, à la production de contenu pour les réseaux sociaux. Il est persuadé que les grandes marques tradies sont massivement sous-investies là-dedans, comparé aux nouveaux acteurs digitaux qui leur grignotent des parts de marché, justement grâce à cette agilité, ce volume de contenu pertinent. 20% du budget total juste pour la production de contenu social. C'est énorme. Ça implique de réallouer l'argent de manière drastique. Où est-ce qu'on trouve cet argent ? Il suggère de le prendre sur les postes qu'il juge inefficaces ou dépassés. Les énormes budgets TV dont on mesure mal l'impact réel. L'achat programmatique, l'achat automatisé de pubs en ligne, qui selon lui achète souvent de la fausse portée, des impressions de mauvaise qualité, ou encore les marges parfois opaques de certaines agences tradies. C'est un appel à réévaluer où va chaque euro marketing, quoi. Au-delà de la production, est-ce qu'il donne des pistes sur le ciblage ? Des outils spécifiques à utiliser dans cette nouvelle ère ? Oui, il aborde plusieurs points tactiques intéressants. D'abord, il met en garde contre l'obsession de la jeunesse. Faut pas négliger les 50 ans et plus, le marché gris comme il dit parfois. Ah oui, c'est vrai. Ils ont un pouvoir d'achat considérable. Et ils sont très présents sur certaines plateformes, notamment ce qu'il appelle Facebook Blue, l'appli Facebook principale, quoi. D'accord. Le bon sens marketing, dit-il, c'est de leur parler là où ils sont, avec du contenu fait pour eux. Logique. Autre chose. Ensuite, il insiste beaucoup sur les super fans. Ses clients, ses ambassadeurs hyper engagés. Il faut les identifier, les chouchouter, les impliquer. Comment on fait ça ? Il mentionne qu'il y a des outils pour ça. Les CRM classiques, bien sûr, mais aussi des startups spécialisées. Il a pu citer Wehoop, par exemple. Voire la blockchain pour gérer ses relations de manière transparente, sécurisée, avec les avantages qui vont avec. Intéressant, la blockchain pour ça. Et le podcasting, il en parle ? Oui, sous un angle très pragmatique. Pour lui, un podcast, c'est pas juste un super format de contenu en soi pour créer du lien, de l'expertise. Non. C'est aussi une formidable journée de production. Un enregistrement d'1 heure, tu peux le découper en plein de clips vidéo courts, percutants. Ah, malin. Idéal pour alimenter les réseaux sociaux, surtout LinkedIn pour le B2B. Il va même plus loin. Il suggère d'inviter des clients potentiels importants comme invités sur son podcast. Comme stratégie commerciale ? Exactement. C'est une manière élégante de passer 1 ou 2 heures avec eux, de créer une relation privilégiée. C'est du développement commercial déguisé en quelque sorte. Très malin, en effet. Une dernière tactique ou opportunité qu'il met en avant ? Le live social shopping, le téléachat en direct sur les réseaux sociaux. Il parle de la QVcification des plateformes. La quoi ? QVcification, comme la chaîne de téléachat américaine. C'est déjà énorme en Chine et il est sûr que ça va exploser chez nous via TikTok Shop, Instagram Shopping, etc. Ah oui, on commence à le voir. Il note une dynamique psychologique intéressante. Le côté divertissement, l'interaction en direct, ça peut pousser les gens à dépenser plus. Presque comme s'il donnait un pourboire inconscient à l'animateur pour le bon moment passé. C'est une énorme opportunité commerciale à venir selon lui. Toutes ces stratégies, ça repose sur du contenu créé par des humains. Mais revenons à notre accroche du début, les influenceurs créés par IA. C'est quoi exactement son affirmation choc là-dessus ? Son affirmation est directe et datée. Il prédit que d'ici 24 mois environ, la grande majorité des gens, et surtout les jeunes générations Z alpha, Oui ? ne seront plus capables de faire la différence entre un influenceur vidéo généré par IA et un influenceur humain réel. Attendez, il parle pas des avatars 3D un peu évidents ou des voix robotiques. Il parle d'une indistinguabilité totale, visuelle, auditive. C'est exactement ça. Il précise bien. C'est pas de la science-fiction lointaine. Il affirme que des influenceurs IA visuellement indétectables existent déjà aujourd'hui. Même si ceux qu'on voit le plus sont encore un peu caricaturaux parfois. Déjà aujourd'hui ? Oui. La technologie progresse à une vitesse exponentielle. La voix, l'image, l'animation, l'interaction. Dans 24 mois, selon lui, la différence sera imperceptible pour l'œil et l'oreille non avertis. C'est vertigineux. Quelles implications ça a pour les marques, les marketeurs ? L'implication est immense. Ça ouvre une fenêtre de tir, disons, de 2 ans pour comprendre cette nouvelle réalité et prendre des décisions stratégiques. Est-ce qu'il faut commencer à développer ses propres ambassadeurs IA ? Comment on gère les partenariats avec des influenceurs si on ne sait plus s'ils sont réels ? Quelle sera la réaction des consommateurs, surtout la Gen Z qui est si attachée à l'authenticité, quand ils réaliseront qu'ils interagissent peut-être avec des IA ? La question de la confiance devient centrale. Et hyper complexe. Et son conseil face à ce tsunami technologique annoncé ? Très pragmatique. Faire ses devoirs.
Il encourage les pros du marketing, et tout le monde en fait, à passer du temps, dès maintenant, à se renseigner, à tester ces outils, à comprendre ce qui se passe. Se former, quoi. Voilà. Il utilise l'expression « faire 5 heures de devoir sur le sujet pour vraiment saisir les enjeux, les possibilités », avant qu'il soit trop tard pour s'adapter. Cette vision du futur, combinée à sa critique des pratiques actuelles, ça l'amène à un appel plus large à l'industrie, j'imagine? Tout à fait. Son discours finit souvent par un appel vibrant, presque un plaidoyer, pour plus de vérité, d'honnêteté dans le marketing. Il exhorte les professionnels à abandonner les pratiques qu'ils jugent dépassées, inefficaces, parfois trompeuses. Comme bête. Les pubs TV hors de prix dont on mesure pas l'impact réel, l'achat programmatique opaque qui génère des clics de robots, les structures de coûts, les marges cachées de certaines agences. Et sa critique, elle dépasse même le cadre strict du marketing, non? Ah oui, il élargit souvent. Il critique une certaine culture ambiante qu'il déplore. Une tendance à se plaindre excessivement. Il rappelle souvent que, historiquement, on vit une époque plutôt privilégiée. C'est vrai. Un matérialisme exacerbé, un manque de gratitude, de perspective. Il s'attaque aussi à ce qu'il appelle la weaponization des mots. La weaponization. C'est-à-dire? L'utilisation excessive ou inappropriée de termes forts. Par exemple, dire « je suis anxieux » pour un simple inconfort passager. Ou parler de syndrome de l'imposteur pour ce qui est peut-être juste un manque normal d'assurance quand on débute. Je vois. Il appelle à plus d'humilité, de résilience, de gratitude. Et comment il relie cette critique plus culturelle au rôle du marketeur ou de l'agencier? Il fait un lien direct. Pour être un vrai partenaire stratégique pour un client, un marketeur ou une agence doit avoir le courage de dire la vérité, d'apporter un regard critique, honnête, même si c'est inconfortable. Même si ça risque de déplaire. Oui, même si ça risque de faire perdre un budget à court terme. Il se positionne lui-même comme un praticien, quelqu'un qui met les mains dans le cambouis, qui teste, qui applique ce qu'il recommande. Par opposition, dit-il avec une certaine provoque, à certains patrons d'agences qui seraient déconnectés du terrain. Et il insiste aussi sur l'importance de bâtir une culture d'entreprise forte, basée sur la confiance, la rétention des talents. Parce que c'est ça qui donne la crédibilité et la force de tenir cette ligne de vérité face aux clients. D'accord. Bon, si on essaie de synthétiser les messages clés à retenir de cette plongée dans la pensée de Gary Vee. Primo, Urgence absolue, de basculer vers un modèle centré sur le contenu organique pertinent, produit en volume et en variété. C'est ça. c'est le point numéro 1, oui. Secondo, nécessité de mesurer le succès par l'impact business réel, pas les vanity metrics. Exactement. Les ventes avant tout. Tertio, l'arrivée imminente et quasi invisible des influenceurs IA qui va rebattre les cartes de l'authenticité. Un changement majeur à anticiper, oui. Et enfin, cet appel général à plus de vérité, d'humilité et d'adaptation dans les pratiques et les mentalités marketing. C'est une excellente synthèse. Le message sous-jacent est limpide. Le changement, c'est pas une option, c'est une condition de survie. Le paysage médiatique, tech, culturel, tout a été bouleversé. Et ceux qui s'accrochent, Ceux qui s'accrochent aux anciens modèles, que ce soit les marques dans leur budget ou les agences dans leurs services, ils risquent juste l'obsolescence. À très court terme. L'adaptation radicale, c'est la seule voie. et pour conclure une pensée à laisser mûrir, au-delà même du marketing, cette fusion annoncée, de plus en plus floue, entre le réel et le synthétique, via l'IA notamment. Comment ça pourrait impacter notre propre rapport à la vérité, à l'authenticité, à la confiance? Bonne question. Pas seulement dans ce qu'on nous vend, mais dans les infos qu'on reçoit, les personnes à qui on interagit en ligne, voire notre propre perception de la réalité. Vaste question, ça dépasse notre discussion d'aujourd'hui, mais ça mérite sans doute réflexion.